Site infobiz.com. Point de situation du 23 octobre. Bonsoir. Ce soir, comme d'habitude, nous consulterons les cartes de la situation militaire. Celle-ci a été publiée vers midi heure de Moscou, donc elle est relativement récente et relativement à jour, et je répète que c'est la carte officielle et jusqu'à présent la plus crédible de la situation. Nous allons rapidement parler de la situation tactique au nord de la ligne Pervomaisk-Lugansk que nous avons évoqué dans notre dernier site rep, simplement pour dire que la situation qui pouvait évoluer au plan opératif est maintenant limitée au plan tactique. Nous avons un petit peu reculé tout en prenant probablement une partie de l'ennemi dans un petit chaudron dont on ne sait pas s'il sortira, car son précédent coup de déblocage a fonctionné. Nous allons maintenant en venir à la partie importante de ce site rep, à savoir la menace extrêmement grave d'un assaut d'importance stratégique lancé par l'ennemi sur Donetsk. L'alerte a été donnée voici quelques jours suite à une information en provenance de notre renseignement à source humaine, le LUMINT, à savoir que une de nos sources à l'intérieur du ministère de la Défense ennemi a alerté nos services de renseignement sur la préparation par la junte d'une offensive blindée d'importance majeure contre Donetsk, visant à prendre Donetsk et à détruire nos forces dans cette ville. Cette information a été renforcée hier par une déclaration de Strelkov qui la confirme en disant que ses propres informations, et il en a des bonnes, vont exactement dans le même sens. La junte se préparerait à attaquer massivement Donetsk, nous verrons ce qu'il en est sur les cartes. Et dernière information dans le cadre de la situation actuelle qui se tend considérablement, les autorités de la République populaire de Donetsk annoncent qu'elles ne respectent plus le cessez-le-feu car il a été violé en permanence par l'ennemi qui n'a même pas tenté de le respecter et qu'elle va lancer une contre-offensive. Alors allons voir après cette déclaration ce qu'il en est sur le terrain. Comme d'habitude, nous partirons du sud. Bon, il y a eu des échanges d'artillerie dans cette zone-là. Venons-en rapidement à la partie qui nous intéresse, à savoir le sud de Donetsk et les verrous de Volnovokha et de Dokuchaïevsk. Depuis plusieurs jours, nos positions à Dokuchaïevsk, et nous verrons qu'elles sont très importantes, sont bombardées de façon massive par l'ennemi, qui donne tout à fait l'impression d'avoir lancé une préparation d'artillerie pour un assaut. De plus, des combats ont déjà eu lieu. Alors nous allons voir quelle est l'importance de cette position sur l'autre carte, dont je répète que les informations ne sont pas vérifiées en permanence et qu'il faut attendre pour être sûr de leur confirmation. Elles sont toutefois en général plutôt fiables. Donc voici Volnovokha ici, et voici Dokuchaïevsk ici. Volnovokha est occupé par l'ennemi, Dokuchaïev par nos forces. Il y a quelques jours, le front se situait ici. Vous voyez que l'ennemi l'a repoussé vers le nord d'une bonne dizaine de kilomètres. Donc Dokuchaïev, depuis les positions d'artillerie lourde de l'ennemi aux alentours de Volnovokha, a été très lourdement bombardé par du Grad, des lance-roquettes multiples, y compris par du lance-roquettes multiple Smerch, qui est probablement l'arme la plus puissante dont la junte dispose. D'autre part, il y a eu des combats à proximité de Dokuchaïevsk, et d'autre part encore au sud de Dokuchaïevsk, nous voyons que l'ennemi a réussi à enfoncer partiellement notre front et à s'avancer vers le sud de la ville. Il semble donc qu'il se prépare à lancer un assaut contre nos positions à Dokuchaïevsk. D'autre part, et cela est récent, nous voyons qu'ici ont été signalés une arrivée de chars de bataille et ici une arrivée de blindés légers de l'ennemi qui apparemment convergent vers la zone des combats. Alors pourquoi Dokuchaïevsk est important? Parce que c'est notre position retranchée qui va jouer peut-être le rôle qu'a joué Saour Mogila il y a quelques semaines, de nombreuses semaines même,
point de vue militaire, car voici le N-20 qui arrive ici, déjà là, à Donetsk. Passé d'Okouchaïevsk, nous pouvons régler des tirs d'artillerie qui couvrent cette voie, nous pouvons battre cette voie de nos feux, donc l'interdire. Si Dokuchaïev ne peut plus le faire, le dernier verrou avant Donetsk est Yelinovka ici. Ensuite, nous avons un problème de contact. Alors retournons sur la carte principale. Voici à nouveau Dokuchaïev dont nous venons de parler et Yelinovka, le verrou dont nous avons parlé aussi, plus au nord, un petit peu plus au nord, Marinka ici. Marinka est une ville qui est partiellement tenue par nos forces et partiellement tenue par l'ennemi. L'ennemi vient d'acheminer cette flèche environ un bataillon à la fois d'artillerie et de troupes mécanisées, ce qui est le signe qu'il prépare probablement quelque chose s'il n'est pas dans la Maskirovka, ce qui est peu probable. Ici, les unités de RDG, d'action dans la profondeur de l'ennemi, sont au travail, et ici aussi. C'est-à-dire que l'ennemi a commencé à envoyer des unités de reconnaissance, de renseignement, qui peuvent aussi pratiquer du sabotage et de l'assassinat dans nos lignes. On les attrape parfois, pas toujours. Le caractère le plus dangereux de ces forces-là, c'est qu'elles peuvent servir d'observateurs d'artillerie et donc permettre à l'artillerie lourde de l'ennemi qui n'est pas très loin de régler précisément ses tirs. Ils peuvent aussi placer des balises électroniques pour attirer à un endroit précis des missiles balistiques. Donc des gens qui sont extrêmement dangereux, et s'ils sont déjà là, comme leur durée de vie en général est assez brève, c'est qu'ils prévoient d'agir assez rapidement. Ce sont aussi des gens qui sont assez rares, surtout dans l'armée soi-disant ukrainienne, et donc qu'on ne met pas en danger inutilement. Alors, un peu plus haut, l'aéroport de Donetsk. À l'aéroport de Donetsk, les combats se poursuivent. Nous allons le voir sur l'autre carte et revenir un peu sur Marinka. Donc ici, il y avait Dokuchaïev, son verrou, et ici la N-20 qui accède au sud de Donetsk. Et ici, voici Marinka. Voici Marinka, et voici où l'ennemi a amassé ses forces. En ce qui concerne l'aéroport maintenant de Donetsk, je vais un petit peu agrandir la carte. La voilà. Alors l'aéroport est toujours bombardé par deux positions, l'image va revenir, par deux positions d'artillerie lourde ennemie, une ici et une ici. Il s'agit d'obusiers de gros calibre. Et ici, il y a des chars de bataille, plus des blindés légers maintenant qui ont été acheminés, qui aussi servent d'artillerie moyenne pour bombarder nos positions. Le danger représenté par ces forces est pas vraiment énorme, d'autant que quand les chars sont envoyés, ils sont aux mains d'équipages totalement incompétents, qui font n'importe quoi et qui amusent beaucoup les gens qui sont en face. L'artillerie fait beaucoup plus de dégâts, mais la présence de ces forces ici nous oblige à immobiliser certaines de nos meilleures unités pour pouvoir leur répondre. On leur répond, on les arrête, mais nos forces sont là et ne sont pas ailleurs. Et l'ennemi a tout intérêt à maintenir cette pression pour fixer nos forces ici et les empêcher d'aller par exemple protéger la partie sud qui est largement menacée, aussi bien par l'attaque un peu plus bas, nous l'avons vu, de Dokuchaïevsk ici, que par les forces qui sont disposées en grande quantité à proximité de Marivka et qui pourraient bien entendu attaquer aussi. Alors, nous allons remonter un petit peu plus au nord et aller voir à nouveau sur la carte principale. Donc ici, les combats de l'aéroport. À l'arrière du front, derrière l'aéroport, à Adveyevka,
nous avons aussi mené des combats et nous avons mené des frappes d'artillerie lourde, comme vous pouvez le voir ici. Je suis très fatigué ce soir, excusez-moi. Plus au nord, au niveau de Gorlovka, des combats ont lieu de façon confirmée. Au nord de Gorlovka, des échanges d'artillerie, et il y a une journée à peu près, plusieurs hélicoptères de combat de l'ennemi ont été vus sans que j'ai plus d'informations à ce sujet. Les combats se sont poursuivis ici, mais notre petite avancée d'il y a quelques jours se maintient. On arrive au gros morceau. Le gros morceau, c'est évidemment le saillant de Debaltchevo, dont nous parlons régulièrement depuis le début. Vous le voyez ici, des combats sur toute la périphérie ont eu lieu, ici des duels d'artillerie, et ici nous avons mené des frappes d'artillerie à l'intérieur des lignes de l'ennemi. Ça vient de sortir, alors je vous l'annonce parce que je viens de le voir avec cette nouvelle carte, un nouveau chaudron a été réduit. Donc la bonne nouvelle, ne la manquons pas, le chaudron des fascistes qui était caché au sud-ouest de Lugansk a été réduit. Il n'en reste plus que 2 à l'intérieur. Ça va permettre de libérer une petite quantité de nos forces qui s'en occupaient pour aller travailler ailleurs. C'est une très bonne nouvelle. Alors revenons sur Debaltchevo avec cette carte. Et avant Debaltchevo, j'ai parlé des combats qui avaient lieu au sud-ouest de Gorlovka. Voici Gorlovka, et cette carte nous signale la présence ici d'une nouvelle poche ennemie, peut-être infiltrée à la suite des combats qui ont été confirmés. Alors, à prendre avec des réserves, et à prendre surtout avec des réserves l'information selon laquelle il y aurait ici 4000 soldats des forces de répression. Ça me paraît peu crédible, sans pour autant être impossible. Ces forces-là, évidemment, vont nous obliger à fixer encore des troupes pour les réduire ou pour les chasser, et pourraient prendre à revers les forces à Yenakievo et ici, lesquelles pourraient être par là même, par cette prise à revers, gênées dans une résistance à une éventuelle attaque depuis le chaudron de Debaltchevo. Alors revenons à ce chaudron, qui est important. Nous avons ici, nous l'avons répété, nous en avons parlé depuis longtemps, une quantité considérable de l'artillerie ennemie qu'il serait très intéressant de récupérer, mais pour l'instant on n'en est pas là, et l'ennemi a aussi renforcé son dispositif avec de l'infanterie mécanisée et avec de l'artillerie d'assaut, avec des blindés qui ont des quadritubes de 30 montés sur tourelle qui sont redoutables en combat rapproché, surtout défensifs, mais à l'offensive ils peuvent se retrancher sur une position et ensuite interdire une zone. Alors que peut faire l'ennemi à partir de cette position? Il peut y rester, ce qui nous oblige à fixer des forces tout autour. Il peut aussi passer à l'offensive. Passer à l'offensive, bien nous en parlions il y a plusieurs semaines déjà. Il y a au moins 3 axes, on les voit, ce sont les routes. Vers l'est, par la M04, il aurait la possibilité de couper Gorlovka de ses arrières, surtout s'il a une aide de l'intérieur ou de ce côté-là pour une prise en tenaille, et par la suite de passer à l'assaut vers le nord de Donetsk. Ça ferait quand même 2 étapes, mais ça n'est pas considéré comme impossible. Il a la possibilité de partir vers le nord-est, et là de tenter de réduire notre saillant nous allons voir ici au niveau de Pervomaïsk, puisqu'il est ici l'ennemi, qu'ici il a son petit groupe infiltré, même s'il ne va peut-être pas durer longtemps, et qu'il a la possibilité de filer par là en tentant de réduire notre saillant. Ça serait grave au niveau opératif, car il aurait unifié son front suivant cette ligne, et qu'il serait très difficile d'aller chercher là derrière. Pour l'instant, notre saillant gêne ses communications. Mais on n'aurait pas perdu la guerre. Donetsk est beaucoup plus important que ce saillant. Concrètement, si l'ennemi arrivait à contrôler Donetsk réellement, nous aurions un mal fou à continuer de mener des guerres de position, voire des guerres de mouvement dans la zone actuellement libérée, qui serait probablement occupée, livrée au pillage, au viol, aux tortures et au massacre. La guerre continuerait sous forme de guérilla,
mais la situation serait évidemment beaucoup plus mauvaise. Revenons au saillant de Debaltchevo. Nous avons vu qu'il pouvait partir par là pour couper Gorlovka de Donetsk et ensuite pour attaquer Donetsk. Nous avons vu qu'il pouvait partir par là pour couper notre saillant et il peut aussi, nous l'avons pas encore vu, partir vers Krasny Luch qui doit se trouver ici. Alors Krasny Luch, gros problème s'il arrivait à couper à la fois Debaltsevo et Krasny Luch, parce que ce sont les deux routes qui permettent de relier Lugansk et Donetsk. La route du nord par le Debaltchevo ici et la route du sud par Krasny Luch ici. Trois possibilités. Que peut faire logiquement l'ennemi dans ces conditions s'il décide de passer à l'offensive? Eh bien, commencer par des préparations d'artillerie sur les trois axes, de manière à nous laisser dans l'incertitude, ou attaquer un axe en prévoyant avec de l'artillerie en prévoyant d'en attaquer un autre par la suite avec un assaut d'infanterie mécanisée. Logiquement, bombarder les trois, ensuite logiquement toujours lancer des reconnaissances offensives lourdes sur chacun des axes, sur les trois axes, avec des effectifs de l'ordre d'un bataillon mécanisé accompagné de chars, afin de tâter nos résistances, et puis à partir de là, en fonction des résultats, engager ses réserves sur l'axe de moindre résistance. Alors, à l'heure actuelle, on est dans l'attente d'une très probable attaque sur Donetsk. En attendant, nous l'avons vu tout à l'heure, je le remets, la République populaire de Donetsk annonce une contre-offensive. Alors cette contre-offensive sur cette carte, je répète que c'est une carte dont on attend confirmation, a peut-être commencé. Peut-être commencé sur ce saillant de Debaltsevo dont nous venons de parler, puisque nous voyons ici un bombardement qui évidemment vient de nous puisqu'il est à l'intérieur des lignes ennemies. Ici des combats sont en cours. Probablement une unité de reconnaissance de combat de notre part a été accrochée à l'ennemi. Ici, l'image va revenir. Nous avons un bombardement d'artillerie. C'est exactement sur la ligne de front, donc je suis incapable de vous dire si c'est nous qui bombardons l'ennemi ou si c'est l'ennemi qui nous bombarde. Ici, c'est à l'intérieur des lignes ennemies. D'ailleurs, c'est confirmé, c'est nous qui bombardons l'ennemi. Ici, c'est l'ennemi qui nous bombarde sur l'axe nord-ouest dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc la situation est extrêmement complexe, voire confuse. Des signes évidents montrent que l'ennemi tente de préparer une attaque massive contre le Donetsk et nous commençons à lancer apparemment une contre-attaque préventive sous réserve de confirmation. Contre-attaque préventive dans son saillant et contre son saillant de Debaltsevo. Pourquoi l'ennemi lancerait-il à l'heure actuelle une telle opération? Sa situation politique et stratégique, ces situations politiques et stratégiques, pardon, sont catastrophiques. La Pologne a refusé de livrer du charbon gratuit. La Pologne qui considérait que la Russie a eu tort, a été criminelle, d'avoir livré 5 milliards de gaz gratuit pour ensuite l'arrêter parce qu'on refusait de la payer. Donc plus de charbon, plus de gaz. Le gel arrive ce soir en Ukraine, en particulier à Kiev, qui ne peut pas chauffer les appartements. L'arrière de l'ennemi est totalement désorganisé, son économie est effondrée, ses finances sont à zéro, ses militaires commencent à se révolter, des désertions ont recommencé, les militaires manifestent dans la rue à Kiev, l'ennemi est au bord de l'effondrement. Par conséquent, il a besoin d'urgence d'une intervention russe sur son territoire. Cette intervention russe lui permettrait de justifier tous ces échecs économiques et autres en disant que c'est la faute des Russes qui viennent de les envahir, même si en fait c'est commencé depuis que la soi-disant Ukraine a une soi-disant indépendance il y a une trentaine d'années et qu'elle est détruite par les oligarques qui se relayent pour la diriger. Donc l'ennemi a besoin d'une intervention russe et il se prépare probablement à attaquer très massivement Donetsk en essayant de prendre la ville rapidement. Est-ce qu'il peut le faire? Eh bien ma foi, je n'en sais absolument rien. Nous n'avons pas d'expérience de combat en zone urbaine de nos forces pour l'instant, de combat défensif sort sur certains points, mais beaucoup plus réduit. Nous avons là une zone urbaine gigantesque,
Nous sommes très bien battus du côté de Krasny Luch, dont nous parlions tout à l'heure par exemple, mais nous ne savons pas ce que ça peut donner ici. Et les combats sur l'aéroport montrent que l'ennemi dispose de moyens d'artillerie considérables, qui va les employer et qu'il a probablement déjà infiltré des observateurs d'artillerie. Ça peut être très très dur si l'ennemi attaque et que nous tenons quelques mois pour que le véritable hiver soit là. On peut raisonnablement considérer que l'arrière s'effondrera et que l'ennemi ne pourra pas continuer le combat. En revanche, s'il parvient à enlever Donetsk très rapidement, eh bien c'est nous qui aurons perdu un combat extrêmement majeur. Nous sommes donc face à une situation qui est critique au niveau stratégique, qui peut, pardon, elle ne l'est pas encore, peut devenir critique au niveau stratégique si l'ennemi donne l'assaut, ce que son attitude ici, autour de Dokuchaïevsk, et ici, autour de Marlinka, peut laisser supposer. C'était un site rep du site infobis.com, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.